Donc, mes liens d'intérêt. Alors, je ne vous fais pas l'offense de vous rappeler que le carcinome hépatocellulaire, c'est quand même le 6e cancer en termes d'incidence mondiale et le 3e cancer en termes de mortalité dans le monde, ce qui reflète un petit peu son mauvais pronostic. Au niveau national, on parle de plus de 11 000 nouveaux cas en France et plus de 8 000 décès par an, avec une incidence qui a tendance à augmenter chez les femmes et qui est plutôt stable actuellement chez les hommes sur ces chiffres de 2023. Donc c'est effectivement un cancer grave, avec une survie médiane qui est estimée aux alentours de 12 mois et un taux de survie à 5 ans qui avoisine les 18%. Donc un cancer bien sévère. Mais la survie des patients qui sont atteints de CHC est relativement variable. C'est variable en fonction de plusieurs éléments. On voit par exemple sur cette carte qu'il y a des disparités régionales, possiblement en lien avec l'accès au dépistage ou au traitement. Mais surtout, ce qui va modifier pas mal le pronostic, c'est l'accès au traitement curatif. On voit dans cette étude que les patients qui ont accès à un traitement curatif avaient une survie à 5 ans de 47% versus 6% si les patients n'avaient pas d'emblée accès au traitement curatif. Et enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui les données de CHIF qui fait un peu une photo nationale du carcinome hépatocellulaire en France, et on retrouve ces données. On voit qu'on a globalement 35% des patients qui sont diagnostiqués à un stade précoce ou très précoce, c'est les BCLC 0 et A. Et si on voit, on regarde les circonstances de découverte du CHC, on voit 35% des CHC qui sont diagnostiqués dans le cadre du dépistage organisé. Donc je pense que déjà à partir de là, on dit voilà, il faut dépister les patients et presque la recommandation pourrait s'arrêter là. Toute l'importance de ça, c'est de dire voilà, si on dépiste les patients, on leur propose un traitement curatif et on leur propose une survie correcte par rapport aux patients qui n'y ont pas accès. Alors, ensuite, je vais vous donner un petit peu les recommandations sur le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est des rappels, il y a moins de modifications que dans la présentation de Bertrand où ça a un peu plus bougé. Mais c'est issu des recommandations qui sont à apparaître, à laquelle on a eu la chance de participer avec Jacques, sous l'égide de la FEF. Alors, dans le cadre de la cirrhose, on reste sur ce qu'on connaît. Le dépistage périodique du CHC est recommandé en cas de cirrhose, child A, B ou C en attente de transplantation hépatique chez les patients sans comorbidité sévère menaçant leur survie à court terme. Je rappelle que ça a été prouvé. On a des données qui montrent que la participation à un programme de dépistage du carcinome hépatocellulaire augmente significativement la détection du CHC à un stade précoce, l'accès à un traitement curatif et a un rôle sur la survie globale. Ce dépistage il doit être fait par échodoppler hépatique, certainement associé à un dosage sérique de l'alpha-fétoprotéine. Alors, ce qui est assez marquant, c'est quand on voit les chiffres, tout de suite, on se pose un peu moins les questions. C'est que l'association de l'alpha-féto à l'échographie, ça permet de majorer la sensibilité du dépistage pour les carcinomes hépatocellulaires précoces de 45% à 63%. Donc, il ne faut pas hésiter. Il a été retenu que l'association de l'alpha-fétoprotéine à l'échographie était utile et était recommandée. Et enfin, ça doit être fait, comme on le sait, tous les 6 mois. Depuis les travaux de feu M. Trinchet et les confirmations dans les méta-analyses, on sait que voilà, cette méta-analyse cette étude de 2018 avait montré que les patients qui ont un dépistage du carcinome hépatocellulaire inférieur strict à 7 mois ou supérieur ou égal à 7 mois ont passé d'une survie globale de 25 mois à 53 mois, donc un vrai effet sur cette survie. Alors, quoi de neuf? Qu'en est-il du dépistage personnalisé? C'est une question qu'on se pose un petit peu aussi au quotidien. On entend parler par les labos, par les collègues, des nouveaux biomarqueurs. Ça n'a pas été retenu encore, faute de preuves scientifiques sur le sujet. Besoin d'encore plus de travaux avant de pouvoir les utiliser en routine clinique pour ceux qui y ont accès. Et l'autre chose qu'on se pose encore plus au quotidien, c'est le dépistage par imagerie en coupe. On parlait de la MASLD. Les patients sont souvent peu échogènes et on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire du coup un dépistage par scanner ou IRM chez tous les patients? Alors la réponse c'est non.
Ce n'est pas raisonnable en raison du coût, de l'irradiation et de la disponibilité des moyens. Mais par contre, c'est à réserver en cas d'insuffisance constatée de performance de l'échographie Doppler, où on pourrait le discuter chez les patients qui sont à haut risque de développer un carcinome hépatocellulaire. On a une étude actuellement française qui est en cours, une étude parisienne, l'étude Fast Track à laquelle je vous encourage à participer, qui évalue l'efficacité d'une IRM raccourcie, ce qu'on appelle la Fast IRM, de façon annuelle chez les patients cirrhotiques à haut risque de carcinome hépatocellulaire, et on va attendre les résultats avant de conclure. En dehors du contexte de cirrhose, alors quelques chiffres, il y a quand même 10% des carcinomes hépatocellulaires qui apparaissent dans un contexte de foie sain. Par foie sain, j'entends absence de cirrhose, absence de fibrose, mais même absence d'hépatopathie sous-jacente, retrouvée en tout cas. Et même 25% des CHC qui apparaissent aujourd'hui en l'absence de fibrose hépatique, mais avec une hépatopathie sous-jacente, comme par exemple la MASLD ou les virus. Alors, si on regarde pour l'hépatite B, on a des recommandations assez claires. On peut recommander le dépistage périodique du CHC chez les patients caucasiens qui ont un score PHB supérieur ou égal à 10. Alors, je vous rappelle, je vous ai mis le score PHB. C'est un score très simple qui associe l'âge, le sexe et les plaquettes. Mais finalement, quand on regarde un petit peu dans le détail, tous les hommes de plus de 50 ans, finalement, on doit les dépister. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Mais en tout cas, c'est recommandé chez les patients caucasiens du moins. Quand il y a un antécédent familial aussi de carcinome hépatocellulaire, ça monte franchement le risque de développer un carcinome hépatocellulaire sur le long cours et que les patients soient traités ou non. Ça, c'est les recommandations qu'on a écrites. Mais finalement, pareil, qu'en est-il des populations exposées à l'aflatoxine B1, les populations asiatiques et africaines qui n'ont pas été incluses dans ces études qui évaluaient le score PHB? Donc il y a une vraie question par rapport à ces patients-là et on a des données assez contradictoires qui ne nous permettent pas de conclure aujourd'hui et on n'a pas de consensus dans cette population-là. Pareil, je vous parlais du score PHB qui faisait quand même dépister pas mal de patients et on commence à avoir des données avec de très belles présentations, notamment de Lucia Barlatti à la FEF et à la SLD, qui montrent que les patients avec un score PHB supérieur à 10, mais qui n'avait pas de fibrose avancée, étaient moins sujets au développement d'événements hépatiques et notamment de carcinome hépatocellulaire. Bon, les données sont encore récentes et ne permettent pas d'émettre une recommandation. Dans le cadre de la stéatose hépatique, donc, on vient de sortir de la présentation de Bertrand et donc c'est assez intéressant, mais ce qu'on voit aussi c'est le volume de patients qui ont une stéatose, et quand on voit qu'un quart des CHC apparaissent en l'absence de cirrhose, alors on s'inquiète pour nos patients. Mais il n'a pas été recommandé, il n'est probablement pas recommandé de dépister le carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints de MASLD en l'absence de cirrhose. Alors moi, c'est vrai que ça m'avait un peu interpellé, donc je me suis penché un petit peu sur les chiffres, et finalement, ça m'a un peu rassuré. Puisque quand on regarde l'incidence du carcinome hépatocellulaire dans la MASLD, chez les patients en absence de cirrhose, on a une incidence qui est de 0,03 pour 100 patients année. Ça veut dire qu'il faudrait dépister 10 000 patients par an pour trouver 3 carcinomes hépatocellulaires. Donc finalement, ça rassure un petit peu et on voit que l'incidence commence à franchement se majorer quand les patients sont F3 ou F4 histologiques. Et c'est les courbes qu'on voit sur le graphe de droite. On voit que les patients, plus ils ont de fibrose, et effectivement, plus ils sont sujets à l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire. Et c'est d'autant plus rassurant de ne pas les dépister quand on sait que ces patients, finalement, moins ils ont de fibrose, et plus ils vont mourir d'autres choses. Ils vont mourir d'événements cardiovasculaires ou de cancers extra-hépatiques. Donc, on peut se rassurer en se disant qu'il y a quand même peu de risques pour ces patients-là de développer un carcinome hépatocellulaire qui leur soit finalement fatal. Pour les autres étiologies, il n'y a pas eu plus d'évolution. Donc, je me suis basé sur les recommandations qui avaient été écrites par la FEF en 2020. On a des recommandations assez précises dans l'hépatite C en disant que voilà, il faut évaluer la fibrose en pré-thérapeutique. On sait que quand l'élasticité évaluée par FibroScan est supérieure à 10, le fibrose test supérieur à 0,58 ou le fibromètre supérieur à 0,78. Il y a une indication à avoir un dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire. Mais pareil, on a encore des zones d'ombre qu'il va falloir creuser. La recherche a encore du boulot. Qu'en est-il des patients qui améliorent leur élasticité hépatique après la réponse virologique soutenue? On en a tous, on les voit et on se pose la question, est-ce qu'il faut arrêter ou pas arrêter? Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour arrêter ce dépistage.
Et chez les patients, on en a aussi de temps en temps des patients qui n'ont pas eu d'évaluation préthérapeutique de la fibrose. Alors soit ils l'ont eu et on ne la retrouve pas, et alors là il faut avoir des super secrétaires pour qu'elles fouillent dans les archives du CHU. Soit on ne sait pas ce qu'il faut faire, et dans ce cas-là, on n'a pas de réponse, on ne peut pas conclure. Pour tout le reste, hémochromatose, cholangite biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, hépatite auto-immune, Wilson, déficit en alpha-antitrypsine. Le dépistage du carcinome hépatocellulaire n'est recommandé uniquement en cas de cirrhose. Le syndrome de Budd-Chiari, c'est une recommandation à part. Il est recommandé de maintenir un dépistage semestriel. Donc finalement, que fait-on demain ? On a donné pas mal de données, de chiffres, mais Bertrand l'a très bien illustré, on est à l'ère de l'hépatopathie chronique avancée compensée. Donc finalement, on a peu de résultats histologiques aujourd'hui en consultation. Quand on voit nos patients, la majeure partie, on a plein de résultats de FIB4, on a plein de résultats d'élasticité, mais des résultats histologiques, on n'en a plus beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? À quoi on doit se fier ? Il va falloir certainement changer un petit peu de paradigme. Pour les virus, ça a été évalué, on a des critères non invasifs, on peut s'y fier. Pour le reste, nos patients qui ont des élasticités à 10 ou à 8 ou à 12, ils se rapprochent du risque F3, du risque F4, on les dépiste pas, on n'a pas d'études randomisées sur le sujet qui nous permettent de conclure de façon certaine. Donc il va falloir utiliser ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est d'abord le FIB4. Donc le FIB4 initial, la valeur absolue du FIB4, a une valeur pronostique certaine. C'est cette belle étude de Schreiner qui avait montré que la courbe en bleu, c'est les patients qui avaient un FIB4 élevé, c'est un FIB4 supérieur à 2,67. Et ces patients-là, ils avaient quand même un risque d'apparition d'un événement hépatique. Alors, ce n'était pas forcément un carcinome hépatocellulaire, mais c'était un événement hépatique qui était de plus de 20% à 10 ans. Et même quand on se met à 1,5 ans, ça fait 10%. Ça fait que quand même, il y a certainement une population à surveiller quand le FIB4 est supérieur à 2,67. Et l'autre chose à penser, c'est l'évolution du FIB4. Il faut essayer de penser maintenant à réfléchir de façon cinétique. Il y a la valeur basale, mais la courbe en noir que vous voyez, c'est les patients qui avaient un FIB4 haut au départ et qui, sur l'évolution, vont garder un FIB4 haut. Il y avait à peu près 1 an de médiane entre deux valeurs. Et on voit que les patients qui avaient un FIB4 bas ou intermédiaire et dont le FIB4 monte, et les patients qui avaient un FIB4 haut qui reste haut, ces patients-là, ils sont très à risque de développer des événements hépatiques dans le futur. Et même si on n'a pas d'histologie, même si on ne sait pas s'ils sont F3, F4, même si on a une élasticité qui est un peu grise, qui est un peu limite, peut-être qu'il faudra les surveiller. Pareil pour l'élasticité hépatique aussi, on sait que la valeur basale, c'est plus approuvé à une valeur pronostique, mais l'évolution de l'élasticité a aussi un impact pronostique. On voit que les patients qui avaient une élasticité basse ou intermédiaire et qui augmente, ils sont plus à risque de développer un événement hépatique. Et pareil pour les patients qui avaient une élasticité haute et qui restent haute ou qui augmentent encore, ceux-là sont très très à risque de développer un événement hépatique. Il va donc falloir intégrer tout ça dans nos consultations, dans notre raisonnement, pour pouvoir établir des programmes de dépistage sûrs, fiables, et aussi pouvoir l'évaluer dans la recherche clinique pour pouvoir sortir des chiffres qui nous permettent de faire des recommandations très précises. Donc finalement, le dépistage du carcinome hépatocellulaire dans la cirrhose, on fait globalement assez bien. L'écho-Doppler et l'alpha-fétoprotéine tous les 6 mois, il faut continuer. L'hépatite B, il faut penser aux antécédents familiaux, calculer le PHB et avoir un petit regard critique chez les patients qui ne sont pas caucasiens. Pour l'hépatite C, bien penser au bilan préthérapeutique, voire essayer de le récupérer. Dans la MASLD et les autres hépatopathies chroniques, peut-être se limiter aux hépatopathies chroniques avancées, mais on a besoin d'encore plus de travaux de recherche pour conclure. Et enfin, je pense que l'importance, c'est d'adapter en fonction des comorbidités. C'est une chose dont j'ai pas parlé parce qu'on pourra en parler longtemps, mais l'association de plusieurs hépatopathies, je pense que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter et qui doit nous faire dépister les patients. Donc ça, c'est les comorbidités hépatiques, mais même les comorbidités extra-hépatiques. Dépister des patients de 95 ans qui sont cardiaques avancés, c'est peut-être pas non plus très utile. Et penser, comme je vous disais, à l'évolution des tests non invasifs de fibrose. Et je vous remercie.